Bonjour et bienvenue sur Cyberpref Décode, l'émission d'assurance prévention qui décode les risques numériques touchant les adolescents. Pour ce nouvel épisode, je suis avec Cyril Di Palma, qui est le délégué général de l'association Génération Numérique. Bonjour Cyril. Bonjour. Merci de passer ce temps avec nous où on va parler d'un risque dont on entend beaucoup parler dans l'actualité, qui est celui de la désinformation, et ça concerne principalement les jeunes et les adolescents, parce que le principal vecteur, ce sont les réseaux sociaux, Cyril. Alors oui, les réseaux sociaux constituent une grande part de la consommation numérique de nos jeunes dès lors qu'ils sont sur Internet et même avant parfois l'âge légal d'inscription sur ces réseaux sociaux qui, je le rappelle, est de 13 ans minimum avec l'accord des parents et de 15 ans en toute autonomie. Alors, on va effectivement en parler un petit peu plus loin, mais on va dire que Internet et le numérique d'une façon générale, c'est quelque chose que vous connaissez bien chez Génération Numérique. Vous partagez régulièrement des études, il y a un observatoire des usages numériques. Je l'invite à trouver tout ça donc sur le site de Génération Numérique. C'est aussi fait en intervenant auprès de milieux scolaires, et des ateliers, ces sessions d'information, comment on peut les qualifier ? On a essayé dès le début de proposer aux établissements scolaires d'accueillir les équipes de Génération Numérique, des personnels professionnels qualifiés, formés, salariés, pour qu'ils puissent donner les clés de compréhension du monde aux enfants et aux ados, mais aussi on a des interventions qui sont prévues pour les professeurs, les personnels et les parents, parce qu'il faut qu'on soit tous avec le même niveau d'information pour pouvoir encadrer l'usage des plus jeunes de nos concitoyens. Cyril, pourquoi le numérique, c'est quelque chose qu'on a du mal à comprendre et appréhender ? Est-ce que c'est dans la façon dont on l'apprend ? Le numérique est peut-être difficile à appréhender pour les humains parce que si on remplace le mot numérique par le monde, oui, le monde est complexe à comprendre et le numérique n'est ni plus ni moins que le reflet du monde dans lequel on vit avec tous ses aspects positifs mais aussi tous ses aspects négatifs. À une différence près, c'est que quand vous envisagez en tant que parent d'envoyer votre enfant aller faire des courses, il ne pourra pas acheter certaines matières d'alcool ou de tabac, alors que sur Internet, les garde-fous ne sont pas les mêmes et il pourra facilement contourner ces interdictions dans la loi de tous les jours de la vie quotidienne. Il les contourner facilement quand il sera en ligne. Donc en fait, la difficulté d'appréhender le monde numérique, c'est la difficulté d'appréhender le monde en général. Quand on parle donc de la désinformation, qui sera donc le thème, vous l'avez compris, de cet épisode de Cyberpref Décode, c'est un mot qui fait peur. Désinformation, fake news, on a peur parce que derrière tout de suite on se dit oulala, manipulation, danger. De quoi on parle exactement, Cyril ? Alors, il y a plusieurs sortes de désinformation. Il y a la désinformation qui est involontaire. Un journaliste peut rapporter une info pensant qu'elle a été fondée à l'instant T, et puis après vérification qu'elle est fausse. Bon, c'est de la mésinformation. La désinformation volontaire, dans le cas d'ingérence, par exemple, étrangère lors de processus électoraux dans des pays démocratiques, est volontaire pour pouvoir faire en sorte que ce processus démocratique ne se déroule pas selon les règles et selon une espèce d'équité entre les citoyens, mais justement essayer de forcer. Donc là, on a un autre type de désinformation. On a de la désinformation qui a pour objectif aussi du gain d'argent. On l'a vu notamment pendant la période de la pandémie de Covid, où on a pas mal de désinformateurs qui, au-delà de critiquer les politiques publiques ou d'interroger d'une manière très parfois insidieuse, vendaient leurs bouquins, par exemple. Mais la désinformation touche tous les sujets. C'est bien là le problème, c'est qu'elle n'épargne pas les plus jeunes. Alors, comme on est plutôt censé s'adresser à un public adulte de parents, en tant que parent, vous avez 30 ans minimum à peu près, vous avez connu une époque où Internet n'existait pas ou peu, où vous n'utilisiez pas Internet notamment pour vous informer, et à cette époque-là, par vous-même ou de par vos propres parents, ils vous ont certainement expliqué qu'il fallait pas forcément croire tout ce qui était dit par le présentateur du JT de 20h, parce que ça pouvait être sujet à discussion, caution et parfois erreur. Et ben en fait, les conseils que nous avons reçus de nos propres parents s'appliquent aussi à nos enfants, et en effet, on ne peut pas croire tout ce qu'il y a à la télé, à la radio, dans la presse écrite, mais je dirais encore moins sur Internet. Encore moins, et c'est là il y a une nuance, il y a une espèce de hiérarchie, c'est que
quoi qu'on puisse penser du travail des journalistes, ça reste des professionnels qui sont soumis à une code de déontologie, qui travaillent, qui sont formés et qui rapportent des faits. Monsieur Tout-le-Monde, avec l'omniprésence du numérique, du smartphone, devient un pseudo-reporter, prend des photos, fait des films, les envoie sur les réseaux sociaux en assortissant ses contenus éventuellement de commentaires. Mais ce quidam, Monsieur Tout-le-Monde, il n'est pas soumis aux mêmes règles professionnelles, il n'a pas été formé comme les journalistes et donc on peut avoir une abondance d'informations non vérifiées, non avérées, produites par Monsieur Tout-le-Monde qui vont noyer les informations professionnelles. Donc on a une vraie hiérarchie à opérer. Donc l'auteur du contenu, c'est un des points pour vérifier les sujets de désinformation, c'est de vérifier la qualité, les productions préalables de l'auteur des contenus. Est-ce que il est compétent en la matière? Est-ce qu'il a déjà publié des contenus sur le même sujet? En fait, de questionner sa légitimité et sa compétence de la même manière qu'on pourrait questionner la compétence et la légitimité d'un journaliste en regardant d'autres sources. Et donc là, Cyril, en fait, on est en train de parler d'éducation aux médias, éducation à l'information, parce que tout ça s'apprend. Et comment ça s'apprend? Où ça s'apprend? Ah, mais je dirais qu'au sein des foyers, ça s'apprend. Je vous disais tout à l'heure, je prenais l'exemple de nos parents qui disaient, croient pas tout ce que le présentateur du JT de 20h a pu dire lors de son dernier journal. Cette vigilance peut être acquise dès le plus jeune âge par les parents en expliquant que on a cette source en l'occurrence qui affirme telle chose. Allons vérifier ensemble que d'autres sources affirment la même chose ou offrent des points de vue différents pour se construire nous-mêmes notre propre opinion. Donc l'éducation aux médias, c'est pas nouveau, ça date des médias et elle s'applique totalement à Internet et aux réseaux sociaux en particulier, tout en sachant qu'il y a des particularités liées à Internet qui font que l'éducation aux médias traditionnelle qu'on pouvait avoir sur la presse traditionnelle ne suffit pas pour décortiquer le vrai du faux quand on est sur les réseaux sociaux. Oui, parce qu'on voit bien que ça demande du temps, ça prend du temps de faire cette vérification de l'information, de croiser les sources. Ouais, c'est presque un travail journalistique soi-même. C'est pas antithétique avec les usages sur les réseaux sociaux où tout va vite, les contenus sont de plus en plus courts. Hein. Je pense notamment au swipe. Hein, vous savez, quand vous êtes sur TikTok, sur Instagram, on passe les stories, on passe les vidéos et ce filtre-là, il s'opère pas. En tout cas, pas de manière aussi systématique. C'est un des points d'éducation quand on est sur Internet et les réseaux sociaux en particulier qu'il faut avoir en tête. C'est justement la part de notre analyse qui peut être sujette à nos émotions. Donc c'est pour ça qu'on a beaucoup de contenus qui font appel à l'émotion, souvent la peur, parce que c'est une des émotions les plus mobilisatrices, pour pouvoir créer ce que les réseaux sociaux appellent de l'engagement, donc produire de la viralité et faire en sorte que les contenus soient d'autant plus vus, ce qui est le point quand même majeur des réseaux sociaux, c'est de nous garder en ligne sur la plateforme pour pouvoir encore mieux cibler nos préférences, nos goûts, nos envies, afin de donner ces informations à des annonceurs pour nous proposer de la publicité. Donc faut pas oublier que le modèle économique des réseaux sociaux qui est gratuit pour l'utilisateur est en fait une revente de notre ciblage publicitaire et qui donc induit que les contenus qui nous sont proposés dépendent aussi de ce ciblage très personnel. Oui, sur Internet, si c'est gratuit, ça veut dire que le produit, c'est vous. Exactement, ce sont les données des utilisateurs sur les réseaux sociaux et maintenant aussi sur les IA génératifs qui conduisent ces entreprises à produire et à créer des services qui sont gratuits pour l'utilisateur final mais qui en fait ne sont pas totalement gratuits, encore moins dans le cadre de la désinformation. Je parlais donc de filtres. Alors c'était plutôt le filtre intellectuel, hein, l'analyse dans le cerveau humain, mais il y a aussi les filtres créés par les algorithmes donc des réseaux sociaux, les fameuses bulles de filtre, qui fait que finalement plus on consomme tel type de contenu ou alors qu'on apprécie le contenu créé par tel compte, tel créateur, créatrice de contenu ou peut-être même tel média, mais on va avoir automatiquement de la part des algorithmes des contenus qui ressemblent ou qui font partie en tout cas des mêmes champs sémantiques et on n'en sort pas. Alors je vais donner un exemple très simple. J'aime le football, je regarde les meilleurs buts de l'histoire du football. Plus je vais passer du temps derrière ces contenus, plus l'algorithme va m'en proposer d'autres. Et donc si j'aime Messi ou Cristiano Ronaldo, je vais avoir des buts de Maradona, de Thierry Henry, etc., etc. Et donc ça laissera pas la place à d'autres types de contenus parce que je n'aurais pas fait l'effort d'aller les chercher, Cyril.
Alors cette situation liée au fonctionnement des réseaux sociaux amplifie quelque chose qu'on avait déjà. Les abonnés d'un journal papier étaient abonnés à ce journal à ce titre et pas aux autres. Donc en fait cet enfermement, il existait déjà. Il est amplifié par les réseaux sociaux qui font qu'on n'a même plus la démarche d'aller acheter son journal ou d'être abonné et de le recevoir dans sa boîte aux lettres. Mais en fait ça arrive directement sur notre téléphone et en effet on est enfermé dans une communauté qui a le même état d'esprit, qui a les mêmes envies, les mêmes hobbies et qui pense peu ou prou la même chose. Donc en effet, on a un problème de visibilité de l'humanité en pensant que tout le monde pense comme nous, mais en fait on est enfermé dans une communauté qui peut être représentée par quelques centaines, milliers ou centaines de milliers de personnes, c'est pas la question. Mais dans cette communauté, tout le monde pense à peu près la même chose et on a l'impression donc en tant que nous internautes consommateurs de réseaux sociaux que en fait tout le monde pense que ça. Mais en fait non, c'est qu'on n'est pas sorti de notre bulle. Donc c'est de la même manière que je reprends ça aux parents d'enfants et d'ados qui nous écoutent, il y a pas de spécificité à Internet à ce niveau-là, c'est-à-dire que de la même manière que vous avez appris à aller regarder d'autres sources d'infos, tantôt aller lire un journal plutôt classé à gauche, aller voir plutôt à droite sur le même sujet, de voir et d'opposer, voire de comparer les articles, on peut avoir le même conseil pour nos enfants, c'est-à-dire tu vois un contenu sur Internet, tu apprends quelque chose, pense à aller trouver une autre source, un autre auteur qui va peut-être apporter un autre élément ou un élément contradictoire. En fait, c'est donc la construction de notre analyse, en effet un petit peu journalistique, c'est aussi d'avoir ce réflexe, en fait qui n'est pas un réflexe, de ce comportement citoyen, d'aller comparer différentes sources d'informations sur le même sujet pour pouvoir se faire une opinion un peu plus construite et moins dépendante d'un seul point de vue. Une autre spécificité du numérique et qui est liée à cet enfermement algorithmique, c'est qu'il va nous renforcer dans ce qu'on croyait a priori. Donc si vous pensez a priori que la Terre est plate et que vous êtes donc dans un groupe de platistes sur les réseaux sociaux, les gens qui vont être autour de vous vont penser que aussi que la Terre est plate et vous allez être confirmé dans ce sentiment, dans cette croyance. C'est un biais sociologique qui a été étudié, ça s'appelle le biais de confirmation, c'est-à-dire que l'humain est à l'aise avec des gens qui pensent la même chose, qui vont le confirmer ce qu'ils pensent, et vont pas être à l'aise dans la contradiction. Et un des efforts que nous, en tant que citoyens, on doit faire contre nous-mêmes, c'est d'aller justement chercher cet avis contradictoire. Souvenez-vous, il y a quelques années, avant que les réseaux sociaux connaissent cet essor, on avait des moteurs de recherche, on avait aussi cette habitude de se dire, il faut pas se fier qu'aux 3 premiers liens ou 3 premiers sites proposés, il faut aller chercher au-delà. Pareil, voilà, sur les réseaux sociaux, vous allez avoir votre avis a priori qui va être conforté par cette bulle de filtre et votre communauté. Sortez éventuellement même du réseau social pour pouvoir aller chercher d'autres sources ailleurs. Au-delà de ça, si vous voulez, par rapport à l'enjeu des enfants et des adolescents, c'est de leur faire prendre conscience qu'il ne faut pas qu'ils croient tout ce qu'il y a sur les réseaux sociaux, parce qu'ils sont souvent beaucoup en contact avec ce qu'on appelle des créateurs de contenu, des influenceurs, qui, sous couvert de partager leur intimité, leur vie personnelle quotidienne avec leur communauté, dont font partie nos enfants et nos ados, vont aussi être des promoteurs de produits ou de services. Donc on est là dans un cas de publicité affichée ou non affichée, un peu des contenus sponsorisés, et il est donc important pour nos enfants et nos ados qui consomment ces contenus produits par ces influenceurs de savoir discerner le bon grain de livret afin de pas tomber dans des achats ou des envies qui sont potentiellement dangereuses. Je vous donne 2 exemples. On a des challenges qui fleurissent sur les réseaux sociaux depuis la création des réseaux sociaux, qui invitent les enfants et les ados à faire telle ou telle chose, à adopter tel ou tel comportement. C'est une forme de désinformation en disant pour être beau, pour être belle, il faut que tu jeûnes pour être maigre. C'est faire fi des consignes sanitaires. Donc en fait, les ados peuvent se mettre en danger en suivant ce challenge. De la même manière, on a des influenceurs qui, pour honorer un contrat publicitaire avec une marque, promeuvent des poudres de perlimpinpin pour soigner des maladies, ou des coachs de vie qui vont dire moi je vais vous aider à résoudre tous les problèmes de votre vie en allant communier, en embrassant, en enlaçant des arbres, ou en faisant des jeûnes, ou en faisant
d'autres pratiques. Donc en fait, on a des vraies questions de santé publique et notamment d'enfants, d'ados qui sont perméables à ces discours et surtout s'ils ne sont pas formés à cet esprit critique. Donc en fait, c'est une vraie question aussi de sécurité de nos propres enfants et de nos propres ados. Cyril, quand on prend le sujet uniquement par les dangers et les risques qui sont réels et effectivement vous venez de les décrire, la tentation quand on est parent, c'est de se dire on coupe tout, on interdit, alors que les effets positifs, les bénéfices, ils sont réels, ils sont peut-être même supérieurs. Prenons les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ce sont des formidables vecteurs de connexion avec ses proches, sa famille, mais aussi pour s'informer, pour se cultiver, pour se divertir, pour rencontrer d'autres personnes. C'est un vrai outil de diversité aussi intellectuelle, culturelle, émotionnelle. Comment on trouve le juste équilibre? Comment on trouve le juste milieu? Alors, je vais émettre un petit bémol, c'est que il n'y a d'autant moins de diversité que vous restez enfermé dans votre communauté. Donc la diversité, il faut aller la chercher par soi-même, d'une part. D'autre part, les réseaux sociaux et Internet en général, en effet, sont des outils qui sont formidables et qui permettent de faire beaucoup de choses, de divertissement, de communication, d'enrichissement personnel. C'est vrai. C'est aussi un média pourvoyeur de fausses infos, de discours haineux. Et en fait, un enfant, un ado n'est pas formé a priori pour justement exercer un esprit critique. Et c'est là où on a le rôle des parents qui est fondamental dès le plus jeune âge, avant même la consommation d'écran et d'internet, d'expliquer à ses enfants que tout ce qui est raconté, lu ou vu n'est pas forcément vrai. Mais sans verser dans la paranoïa, comme je le disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on peut être vigilant et se dire mince, il semblerait que on nous dise qu'il faut mettre des masques en cas de maladie respiratoire, mais moi j'ai vu des trucs qui me disaient que les masques ne servaient à rien. Ok, j'ai des avis qui sont contradictoires. Allons voir un troisième, un quatrième, un cinquième avis avec des auteurs qui sont plutôt légitimes et compétents. Quels conseils on peut donner concrètement aux parents qui nous écoutent et se disent OK, il faut que je prenne ce sujet de la désinformation avec mon ado, je vais essayer de lui en parler dès qu'il ou elle rentre de l'école ou peut-être ce week-end, on va prendre le temps d'en parler. Qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil, Cyril? Parmi les conseils qu'on peut adresser aux parents qui nous écoutent, c'est, comme je le disais peut-être tout à l'heure, c'est dès le plus jeune âge de leur inculquer cet esprit critique, notamment à travers la télévision, la publicité ou en tout cas les médias qui peuvent être consommés en famille. Le problème de l'écran individuel, du smartphone ou de la tablette, c'est que en fait on peut être très rapidement seul face à son écran. C'est pas une option très éducative. Vaut mieux y être avec son enfant, surtout quand il est jeune. Et donc d'aller challenger, discuter, vérifier ensemble avec son enfant dès le plus jeune âge. Donc là en fait le parent, quand l'enfant a moins de 10 ans, je dirais, il a la main, il peut montrer et expliquer en disant tiens, ça c'est bizarre, ça me surprend, ça me fait réagir, et d'entraîner son enfant à avoir là aussi cet esprit critique. Quand l'enfant sera plus âgé, plus autonome et consommera seul ses écrans et les réseaux sociaux, il sera dès lors plus en mesure de discerner le vrai du faux, ou en tout cas des choses qui peuvent le surprendre ou le choquer. Et donc ça aura libéré une parole, ça aura mis des références dans la tête de nos enfants et ça aura permis aussi d'ouvrir une discussion quand ils seront plus grands, parce que d'eux-mêmes, ils vous verront, vous parents, comme des référents, même si vous savez pas tout, comme des référents d'esprit critique, et dire bah tiens papa, là j'ai tel influenceur ou influenceuse qui me dit que je peux gagner 1 000 € par semaine si je fais ça, t'en penses quoi? Ça peut être un début de discussion familiale. Créer les conditions du dialogue en prenant un téléphone ou une tablette et regardant le fil d'actualité, en essayant de décortiquer, de déconstruire peut-être. Oui, c'est un travail collaboratif, parce que un des points liés à la désinformation, c'est qu'on juge par soi-même tout seul face à son écran d'un contenu qui nous arrive, qui nous fait réagir et qui est entre guillemets liké par des milliers de personnes dans notre communauté. Et donc on se dit bah moi aussi ça me révolte, ce contenu me révolte, je réagis. Il y a une des erreurs, c'est de réagir sous le coup de l'émotion, donc d'une manière très très rapide. Il faut prendre le temps de la réflexion, et de la même manière que nos parents nous disaient tourne ta langue 7 fois dans ta bouche avant de parler, et moi le conseil que je pourrais donner à nos enfants et à nos ados, c'est tourne ton pouce 7 fois avant de liker ou de repartager.
Donc c'est prendre le temps de la réflexion. Deuxième aspect, on est seul face à ce contenu et un cerveau qui analyse, c'est toujours moins que 2 ou 3 ou 5. Nous on mène des expériences en classe avec les élèves, on leur diffuse un contenu fake et en fait vous avez 30 gamins qui sont face à vous et donc vous avez 30 cerveaux et il leur faut quand même une vingtaine de minutes à 30 cerveaux pour déterminer que c'est une fake news. Donc seul, il faudrait combien de temps ? Et on n'aurait que son point de vue. Donc il y a aussi de l'échange, la discussion, alors qu'elle ait lieu entre pères, entre enfants, ados, c'est une chose, mais aussi elle peut avoir lieu au sein de la famille. Donc c'est vraiment aussi cet aspect qu'il est important de pousser parce que ça va vous permettre aussi de discuter avec votre enfant pour lui faire acquérir des compétences qui lui serviront aussi sur d'autres aspects, notamment sur la lutte contre le harcèlement, sur la lutte contre le conformisme lié à leur beauté, au corps ou à la mode, parce que vous allez là aussi semer des graines d'esprit critique dans son esprit dès le plus jeune âge et faire en sorte qu'il soit plus autonome quand il sera ado, et on retombe sur nos pattes par rapport à la règle des 3, 6, 9, 12 de Tisseron, c'est-à-dire que quand on a fait plus ou moins le job en tant que parent à 3, 6, 9, 12, votre enfant, il est plutôt autonome, et là, c'est le sens de Serge Tisseron, d'autonomiser nos enfants, faire en sorte qu'ils soient libres et suffisamment éclairés pour pouvoir gérer, vivre les contenus visibles sur Internet sans trop avoir recours à vous, mais s'ils en ont besoin, ils n'hésiteront pas à venir vers vous. Merci beaucoup Cyril d'avoir passé ce temps et pour toutes ces explications. On vous invite à écouter tous nos précédents épisodes de Cyberpreuve des codes et puis je peux vous annoncer qu'il y aura d'autres épisodes sur la désinformation. Vous de votre côté, Cyril, quelles sont les actualités de Génération Numérique ? Alors Génération Numérique, depuis 18 mois, a tenté une expérimentation pour lutter contre la désinformation, spécifiquement sur la santé des jeunes. On a beaucoup de territoires qui ont un taux de vaccination faible. On a beaucoup de cancers qui pourraient être évités, notamment le cancer lié au papillomavirus et donc à cette capacité qu'on a de vacciner les plus jeunes avec le vaccin anti-HPV, mais qui ne le font pas par méconnaissance, par un excès parfois de croyances, alors croyances pas forcément religieuses, mais de défiance liée à cette pandémie de Covid qui a détruit la confiance qu'il y avait entre les citoyens et des institutions sanitaires. Donc on a cet aspect information santé, mais aussi avec vision un petit peu plus de long terme, de faire en sorte que ces ados ne rentrent pas dans des schémas de pseudo-médecine, de thérapie alternative qui pourraient aussi les conduire à subir des gourous qui pourraient les entraîner dans des dérives sectaires. Donc en fait, le sujet de la désinformation est à 360 degrés et depuis quelques mois et pour les prochaines années, Génération Numérique va se concentrer sur la désinformation en santé. Merci encore Cyril et à bientôt avec Cyberpreuve des codes. Merci à vous.